On va parler un peu d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, alors il est candidat à la présidentielle, puis alors depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. D'Édouard Philippe, c'est l'occasion de savoir un peu ce qu'il devient, ce qu'il dit, comment il se positionne. Et puis vous allez voir, évidemment, c'est pas totalement un hasard si on plonge dans cette interview, il y a un petit moment pépite. On est chez France Inter, c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, actuel maire du Havre, président d'Horizon et désormais candidat à la présidentielle. Vous, qui avez été le Premier ministre qui a abandonné la taxe carbone, l'idée de mettre en place une taxe carbone, qui a vu son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, démissionner ici même en direct à la radio. C'était fou ça. Bon, déjà Nicolas Hulot, tu vois, qui démissionne non pas parce qu'il est multi-accusé de viol et d'agression sexuelle, mais qui démissionne parce que oh ouin, je me suis rendu compte qu'en fait Emmanuel Macron il était de droite et qu'il aimait les chasseurs. Lol. Mais qui s'en souvient en direct, c'était fou. Est-ce que vous vous dites que vous avez du retard à rattraper sur cette question de l'écologie, du changement climatique? Je pense que la France a du retard à rattraper. Quelqu'un pour lui rappeler qu'il a été littéralement Premier ministre? Pendant 3 ans, il y avait le temps de faire des trucs sur l'écologie qu'il n'a pas fait. Que derrière, il a, pour les 7 ans qui suivaient, soutenu les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, et que, là aussi, il a fait partie de ceux qui ont voté des budgets qui ne faisaient rien pour l'écologie, et que du coup, il est peut-être légèrement, très légèrement, un tout petit peu, un tantinet, un chouïa responsable du fait qu'il ne se soit rien passé. Nous avons avancé. La France, parle pas de moi, la France a avancé. On a réduit nos émissions de CO2. Pas assez. On a lancé des plans d'adaptation. Pas assez. Il se passe des choses. Regardez toutes les villes en France, elles ont lancé des plans d'adaptation à la Oui, c'est pas grâce à eux. transformation climatique. Il se passe des choses dans notre pays. C'est le moment de rappeler que la France a été condamnée à 2 reprises en justice pour inaction climatique. La première condamnation concerne en effet plutôt la période de François Hollande. La deuxième concerne directement celle d'Emmanuel Macron. Première chose, c'est le moment de rappeler que le Haut Conseil pour le climat, année après année, n'a cessé de répéter que la France n'était pas à la hauteur de ses engagements climatiques, qu'elle ne mettait pas en œuvre les décisions nécessaires pour tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre, et que tout ça, ça le concerne lui directement, évidemment. Voilà, donc on avance. Oui, c'est super. Est-ce que nous avançons assez vite pour faire face à une transformation aussi massive? Probablement pas. Probablement pas. Je veux bien l'entendre. L'audace. Enfin, je veux dire, le gars, il a été en responsabilité 3 ans, il a soutenu le gouvernement 6 ans. Est-ce que nous avançons assez vite? Probablement pas, je veux bien l'entendre. Le mec te dit ça décontracté, quoi. Il est vraiment détendu du slibard, le mec. Non, probablement pas, mais c'est de la France dont on parle. Nom d'un chien, c'est de notre pays. C'est grave, ça devrait l'accabler. Il devrait en être humilié. Enfin, je veux dire, pour moi, tu dis ça sur un plateau, t'es censé le dire rouge de honte, en regardant tes chaussures, en tremblotant un peu, en t'excusant et en concluant par bon, bah voilà, donc j'en tire les responsabilités en me retirant de la vie politique parce que j'ai échoué. T'es pas censé conclure en disant oui, probablement. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sans doute. Est-ce qu'on aurait pu aller plus vite? Probablement. Est-ce qu'on n'a pas fait assez? Oui, je l'entends, on peut le dire. Je crois qu'il faut quand même élire candidat. Non, frérot, non. Il faut t'oublier, je crois, moi. Je crois qu'il faut t'oublier. J'observe, dans le spectre politique tel qu'il s'exprime aujourd'hui, que vous avez d'un côté, à la droite extrême, des gens qui continuent à être climato-sceptiques, qui continuent à expliquer que non, vraiment, c'est vraiment pas un sujet, on a déjà vu ça. Et vous avez à l'extrême gauche, à LFI, des gens qui disent il y a un énorme problème, mais vous inquiétez pas, si on est élu, on arrête le nucléaire. Là, ce qu'il fait, c'est littéralement un sophisme de la double faute. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, grosso modo, d'autres ont des déclarations déconnantes sur l'écologie, donc nous, on est quand même les plus raisonnables. C'est plutôt d'ailleurs un sophisme du faux dilemme. Eux, c'est n'importe quoi, et nous, voilà, du coup, choisissez-nous. Il y a aussi d'autres partis qui ont d'autres propos et d'autres programmes sur l'écologie, quels qu'ils soient, et je ne rentre pas dans la question de savoir lequel est le meilleur. Ça dépasse ce stream de très loin. En plus d'être un sophisme du faux dilemme, c'est un sophisme de la double faute, c'est-à-dire qu'au motif que d'autres auraient des déclarations déconnantes, lui, sa position serait super, alors que non, c'est pas parce que d'autres ont des déclarations déconnantes que lui, on peut pas lui reprocher son inaction en matière climatique. Et précisément, 3, il y a ici un raisonnement totalement trompeur, qu'on pourrait qualifier de comparaison biaisée, puisqu'il met sur le même plan des déclarations, celles de la France Insoumise d'une part, celles du Rassemblement National d'autre part, qui ne sont que des déclarations, et un bilan chez lui. Tu peux critiquer des déclarations, tu peux critiquer un programme, tu peux imaginer ce que ça donnerait, tu ne peux pas le savoir avec certitude. Lui, on sait avec certitude ce que ça donne au pouvoir. Et ce que ça donne, c'est un bilan absolument catastrophique sur le plan de l'écologie. Catastrophique. Et lorsque vous êtes un responsable politique, votre fonction,
c'est pas simplement de penser à l'urgence, c'est de penser à demain, voire à après-demain, à vos enfants et aux enfants de vos enfants. C'est intéressant ça comme concept. Vous imaginez si avec ce concept-là en tête, il avait été Premier ministre, tout ce qu'il aurait pu faire? Le sujet est extrêmement sérieux. Et vous le traiterez. Je le traiterai complètement, sérieusement, et très loin des postures qui nient d'un côté au Rassemblement national ou qui ne bouclent pas du côté de LFI. Vous noterez qu'il a beaucoup parlé. Il a beaucoup dit qu'il allait faire des propositions. On n'a toujours pas entendu ces propositions. Je voudrais juste essayer de comprendre ce qui se passerait dans les jours qui suivraient votre éventuelle arrivée à l'Élysée, puisque là encore, vous avez esquissé ce à quoi ça pourrait ressembler. Vous avez donc évoqué une dissolution, ça c'est logique, pour avoir tenté d'avoir une majorité. Puis des référendums, et notamment sur les retraites. Alors là, Édouard Philippe, il faut clarifier ce point, parce que si vous faites un référendum sur les retraites après avoir été élu, ça veut dire que si vous perdez ce référendum, il n'y a pas de réforme des retraites pendant 5 ans. Attendons la réponse. Il me semble qu'une bonne façon de ne pas donner le sentiment de piéger les électeurs qui, au deuxième tour, font le choix de celui ou de celle qui lutte contre l'extrême droite, c'est de leur laisser la possibilité de s'exprimer sur un certain nombre de Donc vous faites campagne sur des propositions, vous ne prenez pas ça comme une sorte de mandat et vous leur reposez la question un mois après. Et donc, pour l'instant, c'est décent. Du point de vue des théories politiques et même des théories de la démocratie, c'est tout à fait rigoureux. C'est le fait de dire que le consentement au choix d'un candidat ne veut pas dire consentement à l'intégralité de son programme, a fortiori quand le dit candidat est élu contre l'extrême droite, contre une candidature fasciste ou crypto-fasciste. On va écouter la suite parce que je fleure l'arnaque. Et donc je considère qu'il peut être utile après l'élection présidentielle, au moment des législatives, ou quelques mois après, de proposer aux Français de trancher des questions par référendum. Une des Ok, pour l'instant c'est propre. questions que je crois nécessaire de trancher, c'est la question de la règle d'or. Qu'est-ce que c'est la règle d'or? C'est l'idée d'inscrire dans la Constitution une contrainte qui s'applique au gouvernement et au Parlement pour voter les budgets en équilibre ou pour revenir à l'équilibre. Je souhaiterais que l'on puisse faire un référendum sur la règle d'or. Sur la question des retraites, on verra comment est-ce que la campagne présidentielle se déroule. Ah donc c'est plus sûr de faire un référendum. Les petites lignes, c'est on fera un référendum sur les retraites. Petit astérisque. Après, est-ce que c'est vraiment obligé? Est-ce qu'on peut pas dire qu'on verra? En vrai, référendum, pas référendum, est-ce que vraiment on veut embêter les gens un dimanche? C'est con, il fait beau. Je vous ai dit que j'en ferai un sur la règle d'or. Vous aviez dit en mars en meeting à Lille, je ferai un référendum sur les retraites. Et que je peux ensuite, dans le courant soit de la législative qui viendra, soit après, poser aux Français une question. Alors vous savez, on ne pose pas des questions référendum, on propose un texte de loi. Oui. Mais alors ce serait quoi? Retraite à 67 ans, des orientations pour ou contre? J'ai dit que je ferais un référendum sur la règle d'or. Ensuite, si je veux, je peux... attendez, vous avez dit que vous allez le faire. Oui, non, mais je peux. Et ce gars, on nous l'a vendu comme un grand génie, quoi. Enfin, franchement, ça me tue, quoi. Là, pour le coup, les petites lignes, elles se voient quand même. Hein. Il les a un peu écrites en rouge, là. On verra. Ce sera ce que je proposerai aux Français en matière de retraite. Et ce sera inspiré de l'idée qu'il faut mettre en place un peu de capitalisation obligatoire, probablement travailler plus longtemps. Voilà, donc pour le coup, je vous ai pas menti, 67 ans plus capitalisation. Donc le cauchemar évidemment. Et peut-être pas de façon uniforme, tout le monde dans les mêmes conditions jusqu'à 67 ans, mais tous un peu plus longtemps. Pas de manière uniforme, tout le monde dans les mêmes conditions, mais tous un peu plus longtemps. Super, on pense à toutes celles et tous ceux qui déjà aujourd'hui ne voient jamais un jour de retraite, qui cotisent toute leur vie et qui meurent le corps brisé avant d'avoir atteint 62 ans, aujourd'hui 63 ans et demi, sans pouvoir donc bénéficier d'un seul jour de retraite. Ceux-là aussi, probablement qu'il faudra travailler un peu plus longtemps. C'est Gérald Darmanin qui dit que vous êtes le mieux placé en vue de 2027, qui dit aussi qu'il faudrait que vous puissiez montrer votre envie d'être président. Ça veut dire que de ce point de vue-là, ça pêche un peu? Vous êtes trop discret? Écoutez, je suis comme je suis. J'écoute toujours avec beaucoup d'attention ce que disent mes amis, et j'écoute même souvent avec beaucoup d'attention ce que disent les gens qui m'aiment pas. Mais je suis comme je suis. On sent qu'il est agacé. Hein. On sent depuis le début de l'interview qu'il est sur la défensive, et là on sent qu'il est agacé par la question. Et c'est pas bon. En réalité, l'image que tu renvoies a souvent bien plus d'impact que les mots que tu prononces. Et donc, en l'occurrence, quand on te pose une question qui est une question poil à gratter sur le fait que tu es critiqué jusque dans ta propre famille politique, que ton ancien ministre Gérald Darmanin a eu un mot désagréable à ton égard, en fait, si tu réponds en donnant l'impression que tu es agacé, c'est toi qui perds parce qu'en fait, tu donnes du poids
et de la prise à toutes les critiques qui ont été énumérées auparavant. Et c'est exactement ce que fait ici Édouard Philippe. Il a l'air agacé, ça se voit, ça le saoule, il en a marre. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre de manière beaucoup plus détendue. Il faut même jouer la détente en disant, écoutez, honnêtement, chacun peut dire ce qu'il veut. Et vous savez, la politique est faite d'amabilité et de mots moins aimables. Ce qui est important, c'est ce que je fais. Voilà, et je pense que vous pourrez être témoin que je ne ménage pas ma peine, que je suis sur le terrain, que je fais des meetings, que je fais des réunions, qu'on est encore en pleine élaboration de notre programme qui sera massif et sur lequel on travaille avec acharnement. Vous verrez dans quelques jours un meeting dans lequel des milliers de personnes sont présentes. Et vous verrez d'ailleurs qu'une grande partie de mes amis politiques viendront. Vous verrez la campagne de terrain qu'on va mener tout l'été. Et croyez-moi, si vous regardez attentivement ce que j'ai déjà fait et ce que je ferai dans les semaines qui viennent, la question de mon envie, elle ne se posera plus très vite. Tu vois, tu fais ça et voilà, tu vois. Mais évidemment, si tu es là genre, écoutez, j'écoute toujours très attentivement ce que me disent mes amis politiques, et même d'ailleurs ceux qui m'aiment un peu moins. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, tu vois, t'es mort en fait. T'es mort, c'est l'image que tu renvoies qui te tue. Il y a plusieurs façons de dire qu'on est déterminé. On peut s'énerver, on peut monter sur les sauter en l'air. tables, comme vous le disiez, au sujet de Gabriel Attal, qui vous a répondu en disant lui aussi, je suis comme ça, je suis comme je suis. Très bien, très bien. Ouais. Bizarre cette histoire de table quand même. Pourquoi Me dites pas qu'il n'est pas agacé. Ouais, très bien, super, c'est bon, super, d'accord. Je vous fais le résumé de l'histoire des tables. Il a dit, en parlant de Gabriel Attal, que c'était pas nécessaire de faire campagne en montant sur les tables. C'est une référence directe à la campagne présidentielle de 1995 qui a vu s'affronter lors du premier tour Jacques Chirac et Édouard Balladur. Et il y a eu, lors du premier tour de la campagne, un duel à droite entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, les deux ayant exactement le même projet, mais pas la même image. Et ça a été un duel d'images, ça a été un duel d'éthos au sein de la droite. Chirac avait réussi à donner l'image, l'éthos d'un candidat proche du peuple. Et Édouard Balladur, lui, s'était affiché comme un homme froid, lointain, grand bourgeois, totalement étranger aux réalités quotidiennes des Françaises et des Français. Et à un moment donné, Édouard Balladur, voyant pour des raisons d'image la campagne lui échapper, il s'était dit « il faut que je trouve un truc, il faut que je trouve un électrochoc, il faut une image forte ». Et donc, dans je ne sais plus quel rassemblement, il était monté sur les tables et il avait esquissé un pas de danse comme ça pour essayer de montrer que lui aussi, il sait s'amuser comme, croit-il, s'amusent les Français du peuple. Et l'image était d'un ridicule absolument consommé. Ça a été un désastre. Il n'a jamais semblé aussi vieux et aussi bourgeois que quand il a tenté de faire jeune et populaire. En cette année où de nombreux commentateurs ont l'impression que Attal et Philippe rejouent le match entre Chirac et Balladur, la grande question, c'est de savoir qui est Balladur et qui est Chirac. Édouard Philippe, en disant de Gabriel Attal, il n'y a pas besoin de monter sur les tables pour faire campagne, il le renvoie évidemment à l'image d'Édouard Balladur. Gabriel Attal, souvenez-vous, avait répondu avec un brin de malice. Je suis déjà monté sur une table, on était en pleine crise agricole et je suis allé à Carbone sur l'A64 où vous aviez 400 agriculteurs qui bloquaient l'autoroute. Et d'ailleurs, ils ont débloqué ce péage après que je sois monté sur la table pour échanger avec eux. Donc moi, je vais vous dire, oui, il faut savoir parfois monter sur la table. Il fait mine de ne pas voir l'allusion, il fait mine de ne pas voir l'attaque, et donc il renverse le stigmate. Et au lieu de tenter de renvoyer Édouard Philippe à celui qui monte sur la table, il dit « bah ouais, moi je monte sur la table, je mouille la chemise, je suis devant les Françaises et les Français, moi je m'investis dans mon mandat et je crois que c'est ce que les Françaises et les Français attendent ». Et là, Édouard Philippe se retrouve pris à son propre jeu parce qu'il a utilisé comme arme politique une image, mais une image qui date d'il y a 30 ans. Et donc cette image, elle se retourne contre lui parce que, en effet, si tu n'as pas en tête le ridicule de Balladur qui danse sur la table, monter sur la table, c'est plutôt une métaphore connotée positivement. Et donc voilà maintenant Édouard Philippe pris au piège, puisqu'on lui renvoie la table dans les dents en lui disant « bah alors, Attal, il monte sur la table ». Effectivement, il le revendique, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et du coup, il s'agace, parce qu'il sait qu'il a fait une erreur. Que va-t-il répondre? Il y a Gabriel qui veut monter sur la table, il y a Bruno Retailleau qui veut la renverser, il va falloir qu'ils se parlent, parce que s'ils le font en même temps, il y en a un qui va se faire mal. Il y a de l'effort, la collusion des métaphores. Alors, est-ce que c'est drôle? C'est pas drôle. Est-ce que c'est convaincant? Non, c'est pas convaincant. Est-ce qu'il y a un brin d'élégance? Il y a un petit brin d'élégance. Alors bien sûr, évidemment, la vanne est préparée. Hein. C'est pas de l'esprit, c'est pas de la répartie. Ça perd forcément en impact. Il ne faut pas se tromper. Ce qu'il fait là, c'est un message envoyé aux journalistes. C'est une manière de leur dire « c'est bon, j'ai clos la séquence ». Le rhétoricien que je suis vous dira que c'est toujours une meilleure idée quand tu te rends compte que tu as fait une erreur de prendre ta perte.
C'est-à-dire d'avoir un moment comme ça où tu dis bon allez stop, on avance, c'est bon. J'ai dit une connerie. Je ne le redirai plus, on peut parler d'autre chose. C'est ça qu'il a dit ici, Édouard Philippe. Il vaut mieux faire ça plutôt que de laisser les journalistes venir te titiller interview après interview avec l'erreur que tu as commise une semaine, puis un mois, puis 6 mois plus tôt. C'est aussi peut-être le moment de constater qu'on a tous perdu plusieurs minutes d'interview politique à parler d'une métaphore éclatée que se sont jetés au visage deux candidats eux-mêmes éclatés. Est-ce que vraiment c'est ça le niveau de la politique en Big 2026 ? Réponse, hélas oui. Voulez-vous, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son époque. Voilà, c'est la vie qu'on n'a pas choisie. Quand Gérald Darmanin, qu'il est encore, on ne peut pas le suspecter d'être malveillant à votre égard, il dit il faut qu'il montre qu'il est en vie. Est-ce qu'à un moment donné, sous la Ve République, quand on veut être président de la République, il ne faut pas montrer un peu plus peut-être de grinta. Vous ironisez. De quoi ? Ah, c'est du mordant. C'est un esprit combatif. Très bien, je ne connaissais pas. Écoutez, je m'enrichis. Je m'enrichis au contact de Benjamin Duhamel. Vous ironisez sur Gabriel Attal qui dit je veux monter sur la table. Mais est-ce que... Dommage, ça revient. Et hop là Ça, c'est le problème du boomerang. C'est plus loin tu le jettes, plus dur il te revient en pleine tête. À un moment donné... pas, il a tout à fait le droit de le dire. Je n'ironise absolument pas. Et peut-être aussi quand on voit d'ailleurs des Tu sens qu'il est saoulé de ouf. sondages où vous perdez quelques points, vous êtes au coude à coude dans un dernier sondage avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas la preuve peut-être que les Français, ils attendent de vous plus d'engagement, peut-être d'être plus vocal, et qu'ils prennent peut-être ça comme une forme de nonchalance. Des questions capitales. Alors bien sûr, des questions. Alors ce qui est intéressant avec ce genre de questions, tu te demandes viscéralement quelle va bien pouvoir être la réponse. Tu poses cette question-là, bien sûr. Hein. Tu t'attends à ce que le responsable politique te réponde « Je pense que les Français, ils aiment la mollesse. Je pense qu'ils attendent aussi des politiques qui passent une partie de leur journée devant Netflix parce que ça les rassure. » Non, évidemment, la seule réponse possible, c'est « Mais, monsieur Duhamel, je suis dans l'action. Ça ne vous aura pas échappé que l'envie, je l'ai. Elle ne me quitte pas. Et même, au contraire, elle s'accentue, elle s'accélère. Je fais campagne, je suis chez vous ce matin. Je serai tout à l'heure dans l'Orne pour aller rencontrer un paysagiste qui a fondé une société qui aujourd'hui pèse pour plusieurs millions d'euros. Parce que c'est aussi de la réussite des Françaises et des Français que j'ai envie de parler. Je serai ce soir avec les aides-soignantes de Tourcoing qui ont besoin qu'on s'occupe des services publics. Voilà, tu vois, évidemment que tu vas voir, c'est une réponse à la con comme ça. Ces questions-là n'ont pas d'intérêt. Je suis heureux de vous entendre dire que je pourrais être regardé comme nonchalant. En général, on explique que, au contraire, je suis soit trop concentré, soit... Je vais vous dire. Alors voilà, évidemment, il y a encore l'autre position, c'est de s'agacer de la question, qui est la mauvaise option stratégique à tenir. Hein. On va faire une campagne qui va durer 11 mois. Elle va être longue. Moi, je vais la faire pleinement. Je vais la faire à mon rythme. Et personne ne me dicte d'abord à mon rythme. Ni mes amis, ni mes adversaires. Donc vous ne serez pas Édouard Balladur. Je pense que Édouard Balladur ne serait pas heureux de la comparaison. Et je crois pas, non. Je crois qu'on est assez différents. Il est agacé au dernier degré. C'est-à-dire à parcourir le pays, parfois sans caméra. Alors évidemment, je vous l'avais dit. Souvent sans caméra. Ça fait 3 ans que je parcours le pays, préfecture, sous-préfecture, sans caméra. Pourquoi ? Parce que vous savez quoi ? Quand il n'y a pas de caméra, vous parlez beaucoup mieux aux Français. Et vous les écoutez beaucoup mieux. Je ne suis pas sûr que les Français... ça compte l'hypercommunication dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Mais je pense que les Français, en tout cas c'est ce que j'ai vu au Havre à chaque fois que j'ai fait campagne, ils aiment aussi une forme de authenticité, y compris avec des défauts. Pourquoi est-ce que ça sort les rames ? Parce qu'il s'engage dans une séquence dans laquelle il veut renvoyer Gabriel Attal à son hyper-communication, son hyper-action médiatique. Par contraste, lui, dire « moi je suis authentique, moi je suis dans le dialogue avec les Françaises et les Français, je suis dans les échanges vrais, hors des caméras. » Bon, c'est le mouvement rhétorique qu'il veut imposer. Sauf qu'en fait, il se rend compte en le disant qu'il est en train, à nouveau, une nouvelle fois, de créditer Gabriel Attal d'un compliment tout à fait positif, qui est de dire « sa campagne marche mieux que la mienne ». Quand tu dis, vous savez, l'hypercommunication, d'accord, mais à la fin, moi je crois que les Français préféreront celui qui est authentique, celui qui est sincère, celui qui est les deux pieds dans le réel. En fait, tu es en train de dire, grosso modo, je sais que je communique mal, je sais que l'autre communique mieux, mais c'est bon, ça va le faire quand même. Et donc en fait, en disant ça, il est en train de concéder que pour l'instant, sa campagne crante moins, marche moins, possède moins d'élan, que celle de Gabriel Attal au moment où nous parlons. Je vois pas de quoi il se sent menacé, Édouard Philippe, mais en donnant l'impression d'être menacé, il rend la menace de Gabriel Attal concrète. Parce que, encore une fois, ce qui compte dans ce genre de séquence, c'est pas ce que tu dis, c'est l'image que tu renvoies. Et si tu renvoies l'image d'un homme qui se sent menacé,
ça veut dire que ton adversaire est effectivement menaçant. Donc là, on a vu que depuis le début, il y a vraiment une succession de maladresses, une succession de malaises, une succession de difficultés dans lesquelles Édouard Philippe s'embourbe tout seul. Et ça nous amène à cette séquence, regardez. Sur cet espace politique et le bloc central, Gabriel Attal est donc candidat. Qu'est-ce que vous dites, et je lui ai posé la question il y a 2 jours, à un auditeur qui ce matin nous écoute, qui peut avoir des sympathies pour cet espace politique dit macroniste, si tant est que vous le soyez encore, et qui ne sait pas pour qui voter entre vous deux? Je lui dis que c'est pas grave, il a encore 11 mois. Je lui dis qu'il faut écouter. Mais il y a des différences entre vous ou pas? Mais il y en a évidemment. Il y a des Et c'est quoi par évidemment exemple? qu'il y a des différences. On a du mal à les voir. Et ben moi, je pense que les gens les verront. Ils verront des choses qui peuvent être similaires, ils verront des différences, ils verront des points sur lesquels je suis d'accord avec M. Retailleau, et ils verront des grosses différences. Mais c'est Ils quoi les verront- différences? Mais c'est des différences sur le fond, et puis peut-être des lesquelles, par différences exemple de style. Mais vous verrez bien dans les programmes. La campagne, elle a commencé, Edouard écoutez, Philippe. j'ai Effectivement, oui, on aimerait bien voir, parce que là, la campagne, elle a commencé quand même. proposé un plan en matière de lutte contre le narcotrafic. Oui. Gabriel Attal dit à peu de choses près la même chose. Bah, écoutez, Et Bruno Retailleau aussi. Ah, je suis pas sûr. Ah, Je sur suis- l'état d'urgence sur le narcotrafic. Eh ben, tant ouais. mieux, parce que moi je l'ai dit en décembre, et là je l'ai développé. S'inspirer de ce qui est fait contre le terrorisme, lutter Aïe. Bon, donc ça, c'est pas une différence. contre les consommations, Mm. et accepter l'idée de lutter contre les consommations, contre les lieux de consommation. Moi, ça m'intéresse d'entendre tout le monde s'exprimer sur ce sujet. Et un grand plan d'infrastructure portuaire. Et pourquoi vous avez autant de aéroportuaire. mal à dire ce qui vous caractérise Mais et ce parce qui que vous je suis- singularise par rapport aux autres? Et parce que je n'ai pas. Une campagne électorale, c'est pas exprimer la différenciation qu'on a avec tel ou tel, c'est exprimer ce qu'on veut faire. Bah oui, mais si ce que tu veux faire, c'est la même chose que ce que veulent faire les deux autres, et que vous dites exactement la même chose, et que vous êtes issus du même bloc, et que vous avez gouverné avec les mêmes personnes, sous l'égide du même président, et que du coup vous êtes littéralement des clones, effectivement, la question de savoir pourquoi une triple candidature, cette question se pose, Ils n'ont pas besoin de savoir quelle différence je vois moi. L'important, c'est ce qu'ils voient eux. et ils n'en voient pas. Bah du coup, c'est effectivement important. Et potentiellement problématique, Édouard. Effectivement, si eux ne voient aucune différence, parce que votre programme est le même, c'est-à-dire un programme à droite qui flirte avec l'extrême droite, hein, concrètement, effectivement, oui, on peut se dire que potentiellement, on peut se poser des questions. C'est ce qu'ils pensent eux. Et on peut quand même considérer que le débat public, il repose sur le bon sens des Français et sur leurs raisons. Un dernier mot. Vous inquiétez pas, ils vont Édouard l'exprimer. Philippe. Et ça finit sur le bon sens, bien sûr. Ça finit sur le bon sens. Quand t'en viens à vous inquiétez pas, les Français, ils auront le bon sens de savoir pour qui voter. C'est vraiment que tu n'as plus aucun autre argument. C'est là que tu vois que il est pas seulement agacé, il est aussi perdu, le Édouard Philippe. Il passe son temps à nous dire, mais ma candidature, elle est singulière, elle est importante, elle a des raisons d'exister face à celle de Gabriel Attal, et c'est pour ça que je viens, face à celle de Bruno Retailleau. Et on lui dit, bah d'accord, mais du coup, c'est quoi votre différence? Enfin, vous nous dites que vous êtes là pas seulement par pur ego, mais aussi pour défendre une voix singulière. Bah, quelle est votre voix singulière, puisque c'est vous qui le dites? Il n'est pas capable de répondre. Écoutez, il reste 1 minute 15, mais on va l'écouter quand même, puisque c'est consacré au détournement de fonds dont il est suspecté. Je rappelle que le parquet national financier a ouvert une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt, concussion au Havre. Si vous étiez mis en examen, est-ce que ça vous empêcherait d'aller au bout de cette campagne? Bon, dans cette histoire très technique, qui en a fait part d'une dénonciation d'une ancienne directrice générale adjointe, dans cette affaire très technique, je vous propose de retenir 3 principes simples. Le premier, c'est que je n'ai pas enfreint la loi et je suis innocent. Ah bah, enfin ça c'est une pétition de principe. Judiciairement, il ne lui appartient de démontrer rien du tout. Médiatiquement, à partir du moment où la question se pose, elle se pose, et là c'est à lui de se défendre. C'est pas à nous de partir du principe qu'il n'a rien fait. Le deuxième, c'est que je me suis tenu et je me tiendrai à la disposition de la justice pour répondre à toutes les questions qui se poseront. Troisième principe, c'est que je suis candidat à l'élection présidentielle. Et aucune décision non définitive de justice ne m'empêchera... Donc une mise en examen ne vous empêcherait Aucune pas d'être décision candidat. non définitive de justice ne m'empêchera d'être candidat à l'élection présidentielle. Merci. Ah, c'est pas bon. Ah ouais, là, c'est pas bon. Il y a une règle en rhétorique qui est ce qu'on appelle le principe de proférence. Le principe de proférence, c'est l'idée que les mots ou les idées que tu profères, tu les mets dans l'esprit de tes auditeurs et de tes auditrices. Quand même, ces mots ou ces idées sont situés dans une dénégation, dans une phrase négative. Et donc, en l'espèce, quand Édouard Philippe nous dit « aucune condamnation non définitive ne m'empêchera d'être candidat », on entend condamnation. On entend que lui-même est en train d'envisager la possibilité que tout cela aille jusqu'à une condamnation. Quand il dit « aucune décision non définitive de justice ne m'empêchera d'être candidat », lui, il pense à la mise en examen parce que, évidemment, une condamnation n'interviendra jamais, ou du moins ça semble très peu probable, si jamais elle devait intervenir avant avril 2027. Donc lui, il pense à la mise en examen, mais le fait de rajouter non définitive,
nous, ça guide notre interprétation, ça guide notre écoute vers le concept de condamnation. La politique, le débat politique, parfois pas toujours, c'est aussi mécanique qu'un jeu d'échecs. C'est-à-dire que à la première pièce avancée, tu identifies la situation, tu sais exactement comment vont se résoudre les 10 coups suivants. Parce que, de facto, il n'y a pas d'autre solution et que toute autre solution va te mettre dans la merde. Là, c'est le cas. Enfin, je veux dire, tu es accusé d'une affaire, elle est embarrassante, les manières de répondre sont insupportables, bien sûr. De la pure langue de bois, évidemment, mais écrite à l'avance, c'est un fait. Et tous répondent de la même manière. Sauf lui. Lui, on lui a rien demandé. Hein. On lui a rien demandé. Et tout seul, de lui-même, comme un grand, il arrive à nous mettre à l'esprit le concept de condamnation. Bon, bah écoutez, c'était intéressant. Édouard Philippe, non, c'était pas du tout intéressant. Il n'a absolument rien dit. Je vous rappelle que c'est l'homme qui nous explique qu'il va proposer un programme massif pour la France. Programme massif dont on attend encore le début du commencement de la première proposition. La preuve, il est infoutu de dire qu'est-ce qui le différencie de Gabriel Attal. Donc non, c'était pas intéressant. Par contre, c'était éloquent. Enfin non, c'était pas éloquent non plus. C'était pas éloquent non plus parce qu'on a découvert qu'il était éclaté, qu'il n'était pas capable d'enchaîner 2 phrases sans s'énerver, qu'il perdait son sang-froid, qu'il laisse voir son agacement puis son anxiété et qu'il est infoutu de répondre de manière à peu près structurée à des questions qui pourtant sont assez élémentaires. Qu'est-ce que c'était alors ? C'était surprenant. Voilà, c'était surprenant par contre. Parce que c'est vrai qu'Édouard Philippe, on nous l'a dépeint comme le Mozart de la politique, la nouvelle merveille de la droite, l'homme que vous allez voir, ce que vous allez voir quand il sera en campagne, ça va dépoter. Pour l'instant, mon gars, ça dépote rien du tout. C'est d'une faiblesse et d'une fragilité confondante. Écoutez, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ?